Ok, donc premier cours d'introduction à l'économie. Alors qu'est-ce que l'économie? Comment est-ce qu'on pourrait définir l'économie? Alors l'homme, contrairement aux autres animaux, a des besoins spécifiques. On peut dire qu'on a des besoins qui sont totalement illimités. Si on le pouvait, on s'achèterait tous la dernière Porsche, une villa dans tous les endroits sympas du monde, et on partirait en vacances toutes les semaines. Malheureusement, les ressources sur la Terre sont quant à elles limitées. Et il y a autre chose qui peut nous limiter dans nos envies. C'est quoi? Bah oui, c'est l'argent, c'est notre budget. On ne peut pas à la fois s'acheter la dernière voiture sympa, la dernière villa et partir en vacances. Donc on est obligé de faire des choix. L'économie, c'est la science qui va justement analyser ces choix. Donc dans la définition, vous pouvez marquer que l'objet de la science économique a pour but de satisfaire des besoins illimités avec des biens limités. Donc a pour but de satisfaire des besoins illimités avec des biens limités. Donc rares. Des choix sont alors nécessaires. La science économique et la science de ces choix. Alors, quand est-ce que l'économie est née? On peut dire qu'à partir du moment où l'homme se sociabilise, commence à vivre en société, il y a apparition de l'économie. À partir du moment où l'homme vit en groupe, on peut dire qu'il y a un système économique. On le verra par la suite lorsqu'on fera des cours de droit, que le système juridique naît également avec la sociabilisation de l'homme. À partir du moment où on vit en groupe, on a des règles, on a des sanctions, on a des jugements. Donc même si on prend des sociétés primitives, entre guillemets, on va, je ne sais pas, en Amazonie, dans des tribus qui ne sont pas en contact avec la civilisation occidentale, il y a un système juridique et il y a un système économique. Il y a des échanges. Il y a un gars qui est plus doué pour la chasse que pour la pêche. Il aura tendance à échanger ce qu'il va chasser, son gibier, avec un autre type qui est doué pour la pêche. Ou alors avec quelqu'un qui est doué pour la couture. Donc à partir du moment où il y a des échanges, bien entendu ce ne sont pas des échanges comme aujourd'hui, ils ne font pas des paiements PayPal, c'est du troc. Mais à partir du moment où il y a des échanges, on peut dire qu'il y a un système économique. Par contre, l'économie moderne va, elle, apparaître au XVIIIe siècle. Elle va apparaître au XVIIIe siècle en Grande-Bretagne. Alors, que se passe-t-il au XVIIIe siècle en Grande-Bretagne? Il y a un phénomène qui va changer la face du monde au XVIIIe siècle, d'un point de vue économique, mais également d'un point de vue social, d'un point de vue agricole. Ça va changer le mode de vie des gens. Que se passe-t-il au XVIIIe siècle en Grande-Bretagne? Alors, ouais, vous êtes pas loin. Ouais, on appelle ça comment ce phénomène? La révolution industrielle. La révolution industrielle. Donc c'est à la révolution industrielle que va naître véritablement l'économie moderne. Alors que se passe-t-il à la révolution industrielle? Eh bien, à la révolution industrielle, on va assister à un phénomène qui fait que l'on va passer de l'atelier à l'usine. Alors, passer de l'atelier à l'usine, ça peut sembler anecdotique, pourtant ça va tout changer. On va spécialiser les gens dans les tâches. Il y a un économiste, alors celui-ci, il faudra le retenir, je vous ai dit que je ne vous assommerai pas de nom d'auteur, mais celui-ci est très important, qui s'appelle Adam Smith, qui a été témoin de tous ces changements structurels dans son pays. Donc c'est un Britannique, plus précisément c'est un Écossais, qui va rédiger un livre qui, encore aujourd'hui, est considéré comme la Bible de l'économie, et qui s'appelle La richesse des nations. Et dans ce livre, il va nous expliquer pourquoi certains pays s'enrichissent et d'autres stagnent. Bien entendu, il va prendre comme exemple son propre pays, donc
le pays qui a, entre guillemets, inventé la révolution industrielle. Et il va nous donner des exemples en nous disant qu'il se balade un peu dans les ateliers, dans les usines, il observe, puis il écrit. À la base, c'est un philosophe, un sociologue, et qui deviendra, un peu en étant autodidacte, un des économistes les plus connus au monde, y compris aujourd'hui. Il nous donne un exemple. Il nous donne un exemple d'un atelier qui fabrique des aiguilles. Alors une aiguille, ça peut sembler tout con. Une aiguille à un coudre. Pourtant, c'est un objet relativement complexe à fabriquer. Alors pourquoi c'est complexe à fabriquer? Pour fabriquer des aiguilles, il vous faut faire un feu, donc avec du charbon, du bois. En l'occurrence, là, c'est du charbon, à cette époque. Il faut entretenir le feu. L'entretenir, c'est-à-dire qu'il faut souffler dessus avec un soufflet, qu'on actionne à la main, au pied, suivant les ateliers. Il faut ensuite faire fondre du minerai de fer avec du charbon pour en faire de l'acier. Cet acier, il faut l'écouler en fil. Le fil, il faut le couper à la bonne dimension. Donc, je ne sais pas, une aiguille, ça fait cette taille-là à peu près. Cette aiguille, donc une fois qu'on l'a coupée dans notre fil d'acier, il faut en affûter la pointe pour qu'elle soit perçante, pointue. L'autre côté, il faut l'aplatir avec un marteau. Une fois qu'on l'a aplati, il faut percer un trou dedans. Et dernière opération, lorsque l'aiguille est fabriquée, eh bien, il faut l'emballer. Et les aiguilles s'emballaient à l'époque de Smith comme elles s'emballent aujourd'hui, bien que je ne sois pas un spécialiste de la couture, c'est-à-dire dans un carton plié à peu près comme ça, il faut l'enfiler dedans. Un type tout seul qui veut fabriquer des aiguilles, Smith nous dit qu'il observe que même un gars super jeune, dynamique et motivé, il va faire 1000-1500 aiguilles par jour. Par contre, si on passe dans un autre mode de production où on va spécialiser le travail, c'est-à-dire que vous allez faire un feu, vous allez souffler dessus, vous allez faire fondre le minerai de fer avec du charbon, vous allez les tirer en fil, vous allez le couper, vous allez aplatir un côté, vous affûter l'autre, et vous allez le mettre dans un carton afin de pouvoir l'expédier, et bien là je passe à une productivité de 10 000 aiguilles par bonhomme. Donc j'augmente ma production par 10. Ou par 8. Mais en tout cas, j'augmente considérablement ma productivité. C'est-à-dire le nombre d'aiguilles que je sors par heure de travail. Et cela va tout changer. Cela va tout changer. Ça va bouleverser la production dans le monde. Ça va bouleverser l'urbanisme, dans la mesure où on va augmenter les productions, on va avoir besoin de plus en plus de main-d'œuvre, les gens vont quitter progressivement la campagne pour s'installer en ville, on va avoir l'apparition de la classe ouvrière, on va avoir des villes qui se transforment, dont la population va être multipliée par 10 en quelques dizaines d'années. Bref, un véritable bouleversement économique et également un bouleversement de la structure sociale du monde. Les gens ne vont plus seulement travailler dans l'agriculture, mais ils vont travailler dans des usines. Cette productivité, elle va permettre quoi? Elle va permettre de baisser le prix des produits. Les produits vont devenir beaucoup plus abordables. Étant donné qu'en une heure, j'en fabrique 10 fois plus qu'avant, ben je peux me permettre de le vendre moins cher. Je peux me permettre de proposer des salaires plus ou moins intéressants à mes ouvriers parce que je gagne en productivité. Je dégage de la marge, je peux investir, je peux ouvrir une autre usine à un autre bout du pays, ou alors me diversifier, ouvrir une entreprise, une usine de quelque chose d'autre. Donc on a véritablement un bouleversement des structures sociales et économiques dans les pays qui ont adopté ce nouveau mode de production, qui sont rentrés dans la révolution industrielle. Alors quels sont les pays à rentrer dans la révolution industrielle? Il y a essentiellement donc l'Europe, l'Amérique du Nord et un pays asiatique, d'après vous lequel? Alors pas la Chine, le Japon. Le Japon qui est le seul pays asiatique à rentrer dans la révolution industrielle. Et si on regarde aujourd'hui, les pays qui sont rentrés les premiers dans la zone, dans la révolution industrielle sont les pays les plus riches aujourd'hui. L'Amérique du Nord, l'Europe, le Japon. Et la Russie, alors la Russie s'est industrialisée après. Elle s'est industrialisée essentiellement après la révolution d'octobre. Donc plutôt à début du 19e siècle.
Les premiers pays, c'est véritablement l'Angleterre, l'Allemagne, la France, le Benelux. Et après, ça a rayonné sur le reste de l'Europe et sur l'Amérique du Nord. Alors, pour vous situer un peu, parce que quand je vous parle de bouleversement, je ne suis pas sûr que ça vous parle véritablement, il faut savoir qu'entre l'époque du Christ, hein, l'an 0, si vous voulez, vous donner un ordre d'idée, l'époque de Jules César, et l'époque, on va dire un peu avant la Révolution industrielle, l'époque de Louis XVI, la Révolution française, le PIB mondial a été multiplié par 2 en 1700 ans. La richesse mondiale a été multipliée que par 2. C'est-à-dire que, pour vous donner une image, si aujourd'hui on avait la possibilité de ressusciter un type qui vivait à l'époque de Jules César, et on le ramène dans un village à l'époque de la Révolution française, le gars, il retrouve rapidement ses marques. Le mode de vie, il n'a pas beaucoup changé. On prend un type qui vivait à l'époque du Christ, on le ramène à l'époque de la Révolution française, sa vie est à peu près la même. Il a toujours la même vie misérable. Il habite dans une maison avec de la terre au sol et de la paille au plafond. On sait qu'il va mourir aux alentours de 40 ans s'il a du bol, qu'il perdra ses dents aux alentours de ses 20 ans, qu'un enfant sur 2 qu'il va mettre au monde, ou que sa femme va mettre au monde plutôt, va mourir avant l'âge de 5 ans. Son boulot, il sera à peu près pareil au cul d'une vache. Alors les outils ont un peu évolué, mais on ne peut pas dire que c'est véritablement une révolution. Il va se chauffer avec du bois, il va bouffer du pain de très mauvaise qualité, de la viande de temps en temps s'il a la chance d'attraper un truc. Il va se chauffer avec de l'huile, s'éclairer avec de l'huile, pardon. Bref, le type, il retrouve à peu près ses marques. Le monde n'a pas énormément évolué. Alors, il a évolué, bien entendu, hein, mais pas tant que ça. Par contre, si là, aujourd'hui, j'ai la possibilité de ressusciter votre arrière-grand-père, ou votre arrière-arrière-grand-père, qui vivait, allez, il y a 80 ou 100 ans, alors là, le type, il vient aujourd'hui, là, il est paumé. Il est sur le cul. Il ne reconnaît rien. On appuie sur un bouton, on a de l'éclairage, dans vos poches, vous avez des téléphones, il n'en a jamais entendu parler. Vous baladez dans des espèces de chariotes en métal qui peuvent atteindre les 170 sans aucun problème. Même votre alimentation, il ne comprendrait rien. Pour vous alimenter, vous sortez de la ville, vous allez dans des espèces de hangars métalliques hideux et tout ce que vous achetez est emballé dans du plastique. Donc un type qui vivait il y a 100 ans, aujourd'hui, il est perdu. Il est perdu. Le monde a accéléré à partir de la révolution industrielle et continue à accélérer. J'ai un fils de 7 ans, quand je lui dis que quand j'avais son âge, il n'y avait pas de téléphone portable, il me prend pour un homme préhistorique, il n'arrive pas à le concevoir. Un jour, dans une brocante, je lui ai montré un téléphone tel que je les voyais quand j'étais petit. Vous savez, les petits téléphones carrés avec un petit écouteur derrière pour que les personnes qui puissent écouter, et un cadran. Il dit papa, mais ça, c'est pas un téléphone. Si, c'est un téléphone. Mais l'écran, il est où? Ah non, il n'y avait pas d'écran. Donc le monde est en train d'accélérer et va accélérer encore de plus en plus vite. À l'heure où je vous parle, il y a un type en France qui se balade avec un cœur artificiel. Un truc qui était inconcevable il y a encore 10 ans. Et probablement qu'il va avoir une espérance de vie, une qualité de vie à peu près normale. On fabrique des prothèses pour des handicapés. J'ai même vu récemment qu'on arrivait à fabriquer des yeux artificiels pour les non-voyants. Donc le monde est en train d'accélérer à une vitesse phénoménale. Et ça a commencé véritablement avec ce phénomène de la révolution industrielle. Donc c'est quelque chose sur lequel je vais insister. Alors il y a peu de chances que vous tombiez là-dessus à l'examen, mais bon, si jamais on évoque un peu un aspect historique, n'hésitez pas à souligner le fait que tout a commencé à la révolution industrielle, et on n'en est qu'au début. On n'en est qu'au début. À tel point que des fois, en lisant des articles, je me demande si on n'est pas dans de la science-fiction. J'ai lu un article récemment où il y a un des dirigeants de Google qui affirme que l'homme qui va vivre plus de 1000 ans est déjà né. Alors, ma première réaction, c'était bizarre. Après, je me suis dit, c'est un canular. Mais en fait, le type, il argumente. Il dit,
un enfant qui est né en 2015, il a une espérance de vie dans les pays occidentaux à un peu plus de 80 ans, 85, je ne sais pas exactement, suivant les pays. Donc il va mourir si tout se passe normalement à la fin du siècle, peut-être début du 22e siècle. Il va bénéficier de toutes les avancées de la médecine du 21e siècle. Donc il y a de fortes chances qu'il ait au moins 50 ans d'espérance de vie en plus. Donc il va bénéficier des avancées de la médecine de la deuxième partie du 22e siècle. Et c'est pas impossible que ce type-là vive 1000 ans. Je sais pas, l'histoire nous le prouvera, mais disons que le raisonnement intellectuel pour en arriver là est totalement stupide. Comment sera la médecine en 2150? On n'en sait rien. Et pourtant, quelqu'un qui naît aujourd'hui a de fortes probabilités d'arriver à cet âge-là, d'arriver à cette époque-là. Regardez la médecine il y a 50 ans, ce qu'elle était, ce qu'elle est aujourd'hui. On fait des trucs de dingue par rapport à il y a 50 ans. Alors qu'est-ce qui se passera dans 150 ans? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Donc c'est pas improbable. D'ailleurs, c'est un des projets de Google, parce que Google, on connaît le moteur de recherche. Google, c'est pas que ça. Google investit énormément dans tout ce qui est robotique, dans tout ce qui est médecine. Ils sont en train de travailler sur de nouveaux protocoles pour le cancer. Selon, encore une fois, les dirigeants de Google, qui ne sont pas des gros rigolos, c'est quand même des gens plus ou moins sérieux, le cancer, en 2030, sera une maladie bénigne, grâce à leur big data et leur système de personnalisation des traitements. Votre médecin, probablement, d'ici quelques années, ne sera qu'une infirmière que vous irez voir avec le protocole Google, et vous lui direz voilà ce qu'il faut faire, voilà le traitement qu'il faut pour moi, parce que c'est individualisé, et je sais que ça marchera. Donc on est véritablement dans une accélération de tout ce qui est progrès, de tout ce qui est technique. Alors ça peut parfois faire peur, parce que des hommes de 1000 ans, ça fait rêver, mais si on vit tous 1000 ans, ça risque d'être un petit peu compliqué au niveau de la place sur la Terre. Donc tout ça pour dire que la révolution industrielle est véritablement la naissance de l'économie moderne. On va passer à notre grand 2, les principaux courants de l'avancée économique. Le premier courant que l'on va étudier, c'est justement le courant d'Adam Smith, et qui s'appelle, donc c'est notre petit A, le courant libéral ou le courant néoclassique. Alors, que nous disent les libéraux ou les néoclassiques? Alors, on va étudier 3 écoles de pensée économique. Il n'y en a aucune qui a plus raison que l'autre. Ils ont tous avancé des théories qui se sont révélées au fil du temps plus ou moins inexactes. Mais il est important de les savoir. Dans vos devoirs, vous devez les citer, vous ne devez jamais prendre parti. Vous pouvez prendre parti en économie le jour où vous ferez un doctorat. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc vous restez neutre dans vos copies. Donc le courant néoclassique nous dit que chaque individu, libre, rationnel, recherche son intérêt personnel. Smith, dans son livre, nous donne des exemples. Et il nous dit, si le boulanger fait du bon pain, si le brasseur fait de la bonne bière, je me rappelle qu'il était britannique, si le boucher me vend de la bonne viande, c'est pas par altruisme, c'est pas pour me faire plaisir, mais c'est parce qu'il est égoïste. Alors pourquoi est-ce qu'il nous dit cela? Tout simplement parce que si le boulanger fait du pain de merde, le boucher vous vend de la viande pourrie et le brasseur vous vend du pipi de chat, vous nuirez à qui? À lui-même. Vous n'achèterez pas chez lui. Donc si les commerçants vous vendent de bons produits, c'est pour leur intérêt personnel. Et donc selon les libéraux, selon Smith, c'est la somme des intérêts particuliers, des intérêts personnels, qui va faire l'intérêt collectif. Qui va faire l'intérêt, le bonheur de la société. Donc l'homme est égoïste. Je vous parlais tout à l'heure de progrès technique. Smith nous dit aussi que l'homme est feignant. Et c'est parce que l'homme est feignant qu'il est inventif. On invente des choses en général pour nous simplifier la vie. Si
On a domestiqué des chevaux, c'est parce qu'on avait l'intime conviction que ce serait moins fatigant que de marcher à pied. Si on a créé le vélo, c'est parce qu'on s'est dit que c'était plus confortable que le cheval. Et si un jour on a mis un moteur sur les vélos, c'est parce qu'on s'est dit que ça allait beaucoup plus vite. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à la Kawasaki ZR 1100. Juste parce qu'on est de gros feignants. Et c'est cette feignantise et cette propension à ne penser qu'à soi, à être égoïste, qui, selon Smith, fait le bonheur de la société. Alors, il nous parle d'une chose assez intéressante. Donc, il nous dit que la recherche des intérêts particuliers, je ne sais pas si vous l'avez ça ou pas, je vous l'ai effacé ou pas sur le... La recherche des intérêts particuliers concourra à l'établissement de l'intérêt général par une main invisible. Alors, soulignez, surlignez, mettez de la couleur sur le mot main invisible, car c'est... Alors, je ne sais pas si c'est justifié, mais c'est ce qu'on a retenu de Smith. Smith nous parle dans son livre qu'une seule fois de la main invisible. Pourtant, aujourd'hui, lorsque des économistes vous parlent de Smith, le premier truc qui ressort, c'est la main invisible. Alors, qu'est-ce que c'est que cette main invisible? C'est une sorte de mécanisme magique qui va faire que les intérêts particuliers vont se transformer en intérêt général. Donc, en gros, c'est le marché qui va s'auto-réguler par lui-même pour arriver au bonheur de la société et au progrès. Mais on en parlera après la pause déjeuner, car il est déjà dit, c'est passé très vite. Là, pour ce qu'on vient de compléter les recherches d'intérêt particulier, c'est en fait l'intérêt général par la main visible, comme